Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attarder quelque peu à répondre à la question suivante, mais finalement, quel est le meilleur traitement d'un kyste ovarien? Et tout d'abord, il nous faut rappeler quelques prérequis, bien entendu, pour comprendre le reste de la présentation. Le premier de ces prérequis, bien sûr, c'est de s'entendre sur la définition que l'on peut donner à un kyste ovarien. Eh bien, par kyste ovarien, il faut comprendre une structure de diamètre supérieur à 20, voire 25 mm, sans présence effectivement de corps jaune sur l'un ou l'autre ovaire. La majorité des auteurs maintenant s'accordent à dire qu'un kyste a un diamètre supérieur à 25. Mais vous trouverez également dans la littérature d'autres qui considèrent un diamètre de 20 et voire même certains un diamètre de 17 mm. Mais retenons cette valeur classique de 25 mm. Voilà pour la définition tout à fait générale. Et bien entendu, et vous le savez, on peut distinguer deux types de kystes ovariens. Le premier de ces kystes ovariens est un kyste folliculaire. Folliculaire, comme on le voit effectivement sur cette pièce, je dirais, anatomique, et sur ce schéma. Le kyste folliculaire a donc une paroi relativement mince. À la palpation, il est tout à fait dépressible et son diamètre, disais-je, est supérieur à 2 voire 2,5 cm. Sa paroi est mince, elle fait moins de 3 mm. Ces paramètres sont intéressants lorsqu'on fait un examen échographique effectivement de l'ovaire. Un deuxième type de kyste, ovarien est un kyste folliculaire luteinisé. On voit tout de suite la différence. Il a une paroi plus épaisse du fait de cette luteinisation périphérique. Son diamètre est supérieur à également 20 à 25 mm et la paroi est plus épaisse puisqu'elle est comprise habituellement entre 3 et 9 mm du fait, disais-je, de cette luteinisation. On mentionnera également le fait que les kystes folliculaires, il y en a 2 à 4 fois plus que de kystes folliculaires luteinisés. Et bien entendu, il n'est pas inintéressant de rappeler que, en fait, le kyste folliculaire luteinisé n'est qu'une évolution du kyste folliculaire qui s'est luteinisé. Enfin, pour faire le diagnostic différentiel entre l'un ou l'autre type de kyste, c'est bien sûr l'échographie. Il est fort hasardeux de le faire par palpation manuelle. En sachant bien que, bien entendu, en l'absence de corps jaune, si on constate par un dosage de progestérone une augmentation de la concentration de cette progestérone, on aura affaire bien sûr à un kyste folliculaire luteinisé. Donc le dosage de progestérone reste ce qu'on appelle le gold standard. Voilà pour les deux types de kystes ovariens. J'attire votre attention qu'il faut distinguer ces kystes ovariens de ce qu'on appelle maintenant un corps jaune cavitaire. Première chose, et on le constate sur la figure, la paroi du corps jaune cavitaire est nettement plus épaisse puisque son degré de luteinisation est bien plus, je dirais, conséquent. Il n'est pas inintéressant de rappeler que ce corps jaune cavitaire n'est pas pathologique. Vous en constaterez la présence même chez les animaux qui sont tout à fait gestants. Ce corps jaune cavitaire est nettement moins dépressible que le kyste folliculaire ou que le kyste folliculaire luteinisé, et cette cavité centrale est comprise entre 2 et 22 mm. Voilà. Petit rappel également, c'est de rappeler peut-être les facteurs de risque de ces kystes ovariens. Ils concernent bien plus souvent la vache laitière que la vache à viande. Ils concernent les animaux dont la production est supérieure à 40 kg de lait, donc c'est les vaches dites hautes productrices. Ils concernent davantage les pluripares que les primipares. C'est une pathologie qui apparaît essentiellement au cours du postpartum, donc entre le 15e et le 90e jour suivant le vélage, et que la présence de pathologies comme la rétention placentaire, les infections utérines et les boiteries y prédisposent. Un dernier facteur qui n'est pas inintéressant, c'est bien sûr une balance énergétique, je dirais, négative, un manque effectivement d'apport en énergie. Car le dénominateur commun à l'apparition de ce type de kyste, folliculaire ou luteinisé, c'est un manque de libération de la LH. Un commentaire tout à fait général
sur les traitements. Trois grands groupes peuvent être distingués de traitements, mais en n'oubliant pas que le kyste folliculaire ou luteinisé, peut régresser spontanément au cours du postpartum. Donc il ne sert à rien de traiter trop précocement ce type de kyste et que son traitement ne sera envisagé qu'à partir du moment où on en constate la présence au-delà du 40-50e jour suivant le vélage. On a également proposé comme traitement, je ne ferai que le mentionner, la ponction effectivement du kyste, beaucoup plus souvent à faire que l'écrasement manuel. Cet éclatement manuel n'est absolument pas à conseiller. Il peut entraîner des lésions ovariennes. Voilà pour ces prérequis de compréhension, et on va pouvoir s'attarder maintenant de manière beaucoup plus spécifique aux stratégies thérapeutiques envisageables. Et vous voyez que ici, j'ai brièvement rappelé les différentes hormones qui peuvent être utilisées, la GnRH, la prostaglandine, l'HCG, et bien entendu les apports complémentaires de progestérone sous la forme de PRID ou de Cider. Le tout pouvant être éventuellement combiné dans ce qu'on appelle le fameux protocole of Sinch. Le but de ces traitements, directs ou indirects, ça va être d'induire une nouvelle croissance folliculaire suivie d'ovulation. Donc c'est ce nouvel ovocyte expulsé qui va pouvoir donner lieu à une nouvelle gestation. Il n'est absolument pas question, effectivement, de récupérer, entre guillemets, l'ovocyte présent dans le kyste. Il y a bien longtemps qu'il est dégénéré et qu'il ne sert donc plus à rien. Eh bien, allons-y pour ce schéma et les effets des différentes hormones, je dirais qu'il est possible d'utiliser. Première chose, on peut procéder à l'injection d'une GnRH ou d'HCG. La dose HCG classiquement recommandée est de 3000 unités. Que va-t-il se passer? Donc on voit que les stratégies sont doubles. Soit on effectue ce genre de traitement 3 jours avant l'injection de GnRH, ou on peut procéder à une injection d'HCG également en même temps, simultanément à la GnRH. Vous aurez compris que la première méthode est à préférer. Alors que se passe-t-il après l'injection de GnRH et ou d'HCG? Et voyons le cas d'un kyste folliculaire qui serait présent sur l'ovaire. Eh bien, cette injection va entraîner la luteinisation effectivement de ce kyste folliculaire. Très bien. Deuxième type de situation, c'est que le kyste n'est plus folliculaire mais luteinisé. Eh bien, ces mêmes hormones vont entraîner une luteinisation, je dirais, complémentaire effectivement de ce kyste folliculaire. Une troisième structure, une autre structure peut être présente en même temps qu'un kyste folliculaire ou qu'un kyste folliculaire luteinisé. Il s'agit bien entendu d'un follicule. Et là, que va-t-il se passer suite à l'injection de la GnRH ou de l'HCG? Eh bien, on va observer soit une ovulation, et dans un second temps, va se développer ce qu'on appelle un corps jaune accessoire. Il est également possible que cette injection ne se traduise pas par une ovulation, mais par une luteinisation effectivement de ce follicule. En tout état de cause, on a, et vous le constatez, supprimé effectivement les apports en œstrogènes, et c'est une bonne chose, car il va y avoir une nouvelle croissance folliculaire ainsi possible. Un traitement complémentaire qui est envisageable bien sûr de faire, c'est un apport effectivement exogène de progestérone. Donc sous la forme d'un PRID ou d'un Cider, traitement qui sera réalisé durant 7 jours, période au terme de laquelle on va bien entendu retirer le dispositif intravaginal. Donc on voit bien ici que le traitement à la GnRH ou à la HCG va entraîner une réduction effectivement des follicules et des œstrogènes éventuellement présents, renforcer la synthèse de progestérone, et bien entendu, suite à cette injection, va apparaître une nouvelle croissance folliculaire. Bien sûr que cette imprégnation progestéronique, il faut y mettre fin, et c'est le but de l'injection d'une prostaglandine. Oui, je vous signale également que le recours à une spirale ou un Cider
est de nature également à augmenter la sensibilité aux infections utérines, comme tout apport exogène des ions de progestérone. C'est une petite remarque que je vous signale au passage. Je reviens donc à cette injection de prostaglandine. Vous voyez qu'on a proposé cette injection à réaliser 7 voire 14 jours après. Classiquement, cette injection de prostaglandine est réalisée 7 jours après le traitement avec une GnRH ou de l'HCG. Là, vous reconnaissez le schéma de Lofschinch. Que va-t-il se passer suite à cette injection de prostaglandine? Eh bien, tout ce qui, directement ou indirectement, synthétise de la progestérone, eh bien, on va mettre fin à cette progestéronémie. Et donc, par conséquent, on va pouvoir ainsi permettre au follicule qui a entamé sa croissance, on va pouvoir permettre à ce follicule de terminer sa croissance, bien entendu. Et ce faisant, l'animal va rentrer en œstrus. Et c'est au cours de cet œstrus, et donc plus classiquement 48 heures après l'injection de la prostaglandine, que l'on va procéder à une seconde injection de GnRH. Et cette seconde injection de GnRH va renforcer effectivement les chances pour ce follicule d'ovuler et éviter de retomber dans une structure kystique. Et bien entendu, suite à cette injection de GnRH, on va recourir à une insémination. Dans certains cas, cette insémination sera faite sur chaleur, sur œstrus observé, mais on peut recourir également à une insémination systématique réalisée 16 à 20 heures. Donc on retrouve bien là les différentes composantes du protocole Lofschinch, à savoir une première injection de GnRH, une injection de prostaglandine et une seconde injection de GnRH. Ce protocole pouvant être accompagné de la mise en place d'un dispositif intravaginal dispensant de la progestérone. Donc voilà la combinaison, je dirais, des différents types d'hormones utilisables en cas de kyste ovarien. Alors quels en sont les résultats? Que peut-on attendre comme résultat exprimé ici en termes de pourcentage de gestation après le traitement, pourcentage de gestation, première insémination. Et donc je me suis amusé à relire un peu différentes publications qui avaient utilisé peu ou prou l'un ou l'autre de ce traitement. D'une façon générale, les stratégies thérapeutiques proposées se traduisent par à peu près 25% de gestation en première insémination. Et donc c'est quand même inférieur, je dirais, à ce qu'on peut observer chez les animaux qui ont été traités par ce protocole Lofschinch, pour exemple, et qui ne présentaient pas de kyste. Si maintenant on compare les différentes stratégies thérapeutiques, à savoir Lofschinch, la mise en place d'un traitement à base de PRID, la combinaison des deux Lofschinch, PRID ou Cider, ou un autre traitement, tel que le traitement que j'avais proposé et envisagé, d'injecter une GnRH 3 jours avant le traitement du protocole Lofschinch, vous voyez qu'il y a quand même quelques différences, je dirais, entre les protocoles, mais bien entendu, ce n'est pas Lofschinch qui reste le plus, entre guillemets, je dirais, efficace. Mais vous voyez que quel que soit le traitement, on demeure en dessous des 35% de gestation possible en cas de traitement de kyste ovarien. Donc, c'est pas terrible, ça reste quelque part insuffisant, comparaison faite à ces protocoles qui sont utilisés chez les animaux normaux. Alors, ce qui était, intéressant aussi, c'est de voir que ces différences de résultats, ça va dépendre, bien entendu, de la définition que les différents auteurs ont réservée aux kystes, et donc quel diamètre ils ont, je dirais, envisagé. Ça dépend aussi de la méthode de diagnostic qu'ils ont utilisée. Était-ce parfois un diagnostic simplement manuel, mais beaucoup plus souvent quand même, et heureusement, un diagnostic échographique. Ça dépendait du niveau de production laitière des animaux traités. Ça dépendait du type de kyste folliculaire ou kyste folliculaire utilisé. Et un autre aspect, je dirais, intéressant, qui influençait, selon certains, les résultats, c'était aussi l'état corporel des animaux au moment du traitement. Voilà. Donc voilà les différents éléments. Et donc je voudrais de manière plus spécifique ici rapporter une étude relativement récente d'Ambrose qu'il a publiée en 2025 et qui a décortiqué un peu les différents effets d'un protocole Lofschinch associé ou non à de la
progestérone. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils ont poursuivi assez fort, je dirais, les différents types d'examens réalisés lors de ce protocole thérapeutique. Et donc leur étude concerne 111 vaches laitières de 1 à 7 lactations, présentes dans 9 troupeaux de 50 à 450 vaches et qui ont été traitées 103 jours en moyenne après le vêlage. Leur production laitière était assez élevée puisqu'elle était de plus ou moins 10 000 litres en moyenne. Et un score corporel de ces animaux de 2,9. Vous constatez sur cette disparition, sur cette image, les 9 fermes concernées, et on voit très fort ici la grande disparité effectivement des structures et du nombre de kystes qui ont fait l'objet d'un traitement en fonction des fermes. Alors, commençons, si le jour 0 est le jour effectivement de l'insémination, 10 jours avant, ils ont procédé à l'injection d'une GnRH et ils ont procédé également en même temps à une prise de sang et un examen échographique en vue de déterminer le type de kyste et en vue de déterminer s'il y avait ou non un follicule dominant supérieur à 9 mm. Nous l'avons déjà évoqué. Qu'ont-ils fait après? Ils ont mis en place ou pas, suivant les cas, un traitement à base de progestérone durant 7 jours. Puis une injection de prostaglandine a été réalisée, des examens complémentaires également, pour vérifier si les traitements mis en place avaient entraîné la luteinisation ou l'ovulation du kyste, ou la luteinisation ou l'ovulation du follicule dominant, et de vérifier si un nouveau follicule dominant était apparu au moment de l'injection de cette prostaglandine. 2 jours plus tard, ils ont procédé à une seconde injection de GnRH. Ils ont réalisé une insémination systématique 16 à 20 heures après la seconde injection de GnRH. Là aussi, ils ont vérifié, ils ont procédé à une mesure du follicule dominant pour voir l'effet de cette GnRH. Vérifier un jour plus tard s'il y avait bien eu ovulation de ce follicule. 11 jours plus tard, s'il y avait un corps jaune qui s'était développé. Et enfin, ils ont été jusqu'au 32e jour où là, ils ont réalisé un constat de gestation. Alors, revenons donc au point de départ, ils ont distingué 3 types, je dirais, de kystes. Folliculaires, supérieurs à 25 mm, moins d'un nanogramme de progestérone et pas de corps jaune. C'est une situation qu'ils ont rencontrée dans 45% des cas. A contrario, dans 20% des cas, ils ont identifié un kyste folliculaire luteinisé, toujours bien entendu sans corps jaune, et ils ont aussi distingué une 3e situation, à savoir un kyste, ce qu'ils appelaient un kyste folliculaire persistant, où dans ces cas-là, c'est vrai que le follicule avait un diamètre supérieur à 25 mm, mais il y avait un corps jaune simultanément présent, et bien entendu, la concentration en progestérone était supérieure à 1 nanogramme. Situation qui a été observée dans 35% des cas. Alors, pour les analyses, je dirais, ultérieures, attendu que l'ajout d'un PRID n'avait pas d'effet sur le pourcentage de gestation, ils ont considéré les 3 types de kystes, les 3 types de situations comme un kyste ovarien. Et vous voyez que, et ça c'est assez classique, dans la majorité des cas, c'était l'ovaire droit qui était concerné, et dans la minorité des cas, bien, il y avait un kyste sur l'ovaire gauche et sur l'ovaire droit. Mais analysons peut-être les effets de ces protocoles hormonaux sur différents paramètres ovariens. D'une manière générale, ce qu'on peut résumer, c'est que l'ajout de progestérone sous forme de PRID ne modifie pas les paramètres ovariens hormonaux ou de gestation étudiés. Mais soyons plus spécifiques. Et donc, si l'on considère le kyste en lui-même, ce kyste c'est à ovuler ou c'est luteinisé dans à peu près, comme indiqué par l'échelle ici en dessous, dans à peu près 25% des cas. Donc, vous voyez aussi que l'ovulation du kyste après la première injection de GnRH est rarement observée, 1 fois sur 10. Que cette luteinisation s'observe effectivement dans à peu près 15% des cas.
Donc le total de 2, ça fait bien effectivement 25%. Deuxième observation, c'est que le follicule présent, éventuellement présent en même temps que le kyste, va ovuler, donc va se traduire par une ovulation. Cette injection de GnRH va se traduire par l'ovulation du follicule simultanément présent au kyste présent sur les ovaires. Donc il n'y a pas de problème, cette GnRH a un effet bien entendu ovulatoire, cet effet ovulatoire va être médié bien sûr par l'hypophyse, puisque cette GnRH va entraîner la libération de la LH, ce qui n'est pas le cas avec l'HCG qui, elle, va agir directement au niveau de l'ovaire, au niveau du follicule, voire du kyste. Donc première chose, l'effet ovulatoire, il s'exerce bien davantage sur le follicule que sur le kyste. Et que le diamètre du kyste, le cas échéant, si ce kyste, je dirais, ovule, plus il est petit, plus il a de chances effectivement d'ovuler. Autre effet possible de cette GnRH, c'est la croissance du kyste. Eh bien, ils ont constaté une augmentation du diamètre du kyste dans un cas sur 5. Un cas sur 4 plus ou moins. Un nouveau kyste est-il apparu pendant le protocole of-Synch? Vous voyez que ça apparaît très peu fréquemment. On est à moins de 10%. Est-ce qu'il y avait un nouveau follicule présent lors de l'injection de la prostaglandine? Bien, vous voyez que dans la majorité des cas, on est à 95%, 95% ici, on a effectivement, lors de l'injection de la prostaglandine, bien affaire à un nouveau follicule, et c'était là aussi un des buts recherchés. La lutiolyse a-t-elle été observée après l'injection de la prostaglandine? Oui. Dans la majorité des cas, effectivement, les dosages de progestérone ont confirmé que la concentration en progestérone avait bel et bien diminué. Et suite à l'injection de la deuxième GnRH, est-ce que le follicule dominant qui était apparu avait bien ovulé? Eh bien oui, il avait ovulé dans 85% des cas, et vous l'admettrez, c'est une condition indispensable effectivement à l'obtention d'une gestation. Y a-t-il eu des doubles ovulations après cette seconde GnRH? Peu fréquemment, puisqu'elle a été observée dans 15% des cas. Et enfin, en termes de gestation au 32e jour suivant l'insémination, le pourcentage de gestation a été de plus ou moins 40%. À noter quand même qu'il peut se faire que le kyste persiste, puisqu'ils ont constaté la présence d'un kyste dans 30% des cas, plus ou moins au 32e jour suivant l'insémination. Et que ce kyste, la présence d'un kyste éventuel, n'a pas empêché la présence de cette gestation. Et donc, en fait, en termes de résultats, vous voyez que la différence qu'il y a avec l'utilisation ou non d'un apport de progestérone, dans 45% des cas, il y a eu gestation sans utilisation de pride, et ce pourcentage a été inférieur lors de l'utilisation de cet apport complémentaire de progestérone. Autre observation, c'est que le pourcentage de gestation a été plus élevé quand la progestérone était supérieure à un nanogramme lors de l'injection de la première GnRH, que l'animal ait fait l'objet d'un traitement ou non après. Et donc, ça reflète le fait qu'il vaut mieux, pour mettre en place le protocole, il vaut mieux avoir un kyste folliculaire luteinisé qu'un kyste folliculaire. Ça, c'est la traduction, je dirais, indirecte de l'observation. Voilà, on en arrive à quelques conclusions de ces rappels et de cet essai clinique très détaillé. Oui, l'off-Synch semble bien être un traitement à recommander pour traiter un kyste folliculaire ou folliculaire luteinisé. D'aucuns ont recommandé d'injecter une HCG 3 jours avant le début de ce protocole, avant la première injection de GnRH. Le protocole ne rend pas indispensable le diagnostic différentiel du kyste, donc il peut être appliqué qu'on ait affaire à un kyste folliculaire ou un kyste folliculaire luteinisé. Il contribue à augmenter le pourcentage de gestation. Il réduit par ailleurs le temps nécessaire à l'obtention d'une gestation. Et selon certains, il entraîne effectivement un bénéfice économique dans les frais, une réduction des frais inhérents à l'obtention de cette gestation.
Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout éventuellement, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.